Bonjour et bienvenue à cette table ronde, la deuxième du colloque. La table ronde qui s'intitule « Enjeux et vision politique institutionnelle » de l'ALAO, the Political and Institutional Challenges and Visions for Call. Je vous souhaite la bienvenue. I would also like to welcome people who are following this conference and following this table ronde on the net. Je suis Hilaire Lemoine, je suis cadre en résidence à l'université. C'est moi qui sera le modérateur aujourd'hui. Je vois que vous avez, I see that you have used the headphones for people who would like to have assistance from French to English. We have interpreters, as you know. Pourquoi cette table ronde? Peut-être juste 2 minutes d'introduction. Quand on aborde les questions et les thématiques d'apprentissage des langues assistées par ordinateur, il est normal de traiter en priorité des enjeux pour les enseignants, pour les étudiants et des avantages pour la population en général, qui voit souvent l'utilisation des nouvelles technologies comme une façon de démocratiser encore davantage l'éducation. Il est normal aussi pour les chercheurs d'aborder les défis pédagogiques, les besoins des enseignants, les processus d'apprentissage des étudiants, comme on a pu le constater, bien sûr, depuis le début de ce colloque. Mais ce colloque veut aussi s'intéresser aux politiques linguistiques et aux questions d'aménagement linguistique dans l'enseignement des langues assistées par ordinateur. Et c'est l'objectif de cette table ronde. Quels sont les enjeux et les défis pour les administrateurs de réseaux informatiques, pour les responsables des politiques éducatives, pour les gestionnaires de curriculum et des pratiques d'enseignement? La table ronde voudra tenter de répondre à quelques-unes de ces questions. Un peu de commentaires d'ordre logistique. Nous avons un peu moins d'1 heure. Dans un premier temps, le président de la table ronde va introduire la thématique et chacun des participants auront 5 minutes pour faire une présentation. Dans un deuxième temps, on voudrait qu'il y ait des questions qui seront posées à nos invités. Ce sont des questions qu'on leur a demandé de nous identifier comme étant un peu des enjeux qu'ils vivent dans leur quotidien et on voudra susciter un échange, bien sûr, entre nos spécialistes. Et dans un troisième temps, on prévoit avoir une quinzaine ou vingtaine de minutes de questions, bien sûr, de l'auditoire. Although most of the intervention are probably going to be in French, the discussions will be in both languages, and obviously you can use either French or English in the question period. Je vous présente Frédéric Nolin, notre président de la table ronde. Nous sommes très chanceux d'avoir Frédéric avec nous aujourd'hui. Je ne lui ai pas dit que je dirais ça, mais je le dis. Frédéric, depuis le début de sa carrière à Industrie Canada, il a été associé à nombre de programmes nationaux et internationaux en TIC. Et il a été longtemps connu, il y a déjà quelques années, mais il a été longtemps connu comme M. Rescoll, c'est-à-dire responsable et probablement l'initiateur d'un gros programme innovateur à l'époque de réseautage des écoles à travers le pays. Aujourd'hui, Frédéric dirige la boîte de développement des politiques à la Direction générale du commerce électronique à Industrie Canada. Alors, Frédéric, je vous passe la parole. Merci, Hilaire. Alors, comme Hilaire l'a mentionné, ça fait déjà un certain nombre d'années que je suis au gouvernement fédéral. À l'époque, on avait toute une multitude de programmes qui étaient orientés pour le développement des technologies. On va en parler un petit peu plus tard. Je voudrais premièrement remercier les organisateurs. Je pense que l'idée d'avoir une table ronde sur les défis organisationnels est intéressant. C'est souvent un aspect qu'on oublie. Souvent, en tant qu'utilisateur, qu'on soit enseignant ou apprenant, ce qu'on voit, c'est l'outil, ce qu'on voit, c'est l'ordinateur. On oublie tout ce qui est derrière, les réseaux informatiques,
le soutien aux utilisateurs, effectivement, la bande passante, tous les éléments qui sont techniques, tous les éléments qui sont au niveau du contenu, de la formation aussi, on les oublie. On a toujours tendance à regarder ce qui est sur l'écran et à oublier finalement ce qui est un petit peu derrière. Donc, je pense que c'est un petit peu ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Même si les ordinateurs nous semblent maintenant omniprésents, je vais vous donner quelques petites statistiques tout à l'heure pour voir où on en est rendu, c'est un phénomène qui est essentiellement très nouveau dans l'histoire des communications. For the mass consumption, the digital revolution really started something like 20 years ago, in early mid 1990s, when the government really started to implement mass connectivity programs regarding the schools, the libraries, the community access centers. At that time, some were saying that the internet was just a trend, that it would disappear within a few years. Some others were saying that the computers would replace all teachers in the classrooms. As you can see today, none of that really happened, and we're pretty glad to see that you're here, and that does testify about the fact that none of that really happened. I mean, the internet is here to stay. We've got more than 2.1 billion users of the internet right now worldwide, which is a lot of users, and that's growing daily. We've got all the organizations now are connected at various levels, of course, but still, most of the countries do have plans to connect their organizations, even in the remote and rural areas, in order to develop and democratize the access towards the ones that are outside. Governments, organizations, provincial, federal organizations like the school boards or the universities did invest a lot over the last 20 years in terms of equipment, training, connectivity, and networks. And some things that we don't really realize is all the power that we have right now in our hands in terms of developing that. Just a little test. Who has a BlackBerry or a cell phone right now? Just lift your hands. Okay, so it's almost close to 90% of that. With the devices that we have today, with the speed and the memory that they have, you have to realize that you've got more power in your hand than the Apollo 11 mission to go to the moon. That's quite impressive, okay, in terms of speed, content, and the capacity that you have there. So just imagine what you could do with your kids or with the people in the classrooms with such power there. Signe des temps, depuis environ 2002, il se vend maintenant plus d'ordinateurs que de télévisions à travers le monde, ce qui est assez impressionnant en termes de statistiques. J'ai ressorti des chiffres pour l'an dernier. Il s'est vendu en 2011 364 millions d'ordinateurs à travers la planète, puis il s'est vendu seulement 211 millions de télévisions. Donc, on sent que les gens sont en train de changer de médium de télécommunication. Ça, c'est évident pour cet élément-là. On rajoute maintenant à ça la mobilité, l'interactivité qui est autour de ça, et les possibilités sont énormes. La technologie évolue extrêmement rapidement pour ça. Les jeunes d'aujourd'hui, prenons la génération là, des 6 à 18 ans, passent plus de temps devant un écran, peu importe lequel, qui en passent en salle de classe. Donc, ils en passent aussi un certain pourcentage de temps en face d'un écran en salle de classe, mais la relation où ils vont chercher leur information a complètement changé dans les dernières années. Ce qui m'amène au sujet principal de la table ronde, c'est comment les organisations peuvent s'adapter à ça. Il y a des défis qui sont énormes. Ils doivent suivre les progrès technologiques. Les demandes des utilisateurs sont sans cesse de plus en plus rapides, de plus en plus rapprochées pour avoir plus de bandes passantes, plus de mémoire. On a juste à penser à toute l'interactivité via les vidéos, via le webcam, via tout ce qui peut se faire de ce côté-là. Les réseaux sociaux demandent aussi énormément d'adaptation aux organisations parce qu'on demande de rouvrir des nouveaux champs, de donner des nouvelles associations qui sont là. Toute la sécurité aussi de ces mêmes réseaux-là. On veut qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages d'un réseau, mais on veut aussi qu'ils soient sécurisés. Donc, on a un équilibre à atteindre là en tant qu'administrateur, en tant qu'organisation. Le multilinguisme des plateformes aussi. On veut que de plus en plus
nos plateformes aient 2, 3 ou 4 langues pour pouvoir les utiliser pleinement puis communiquer avec le plus de gens possible. Toute la protection des renseignements personnels aussi qui est derrière, qui sont des enjeux qui sont critiques. Par contre, ça c'est opposé à tout le volet qui est derrière, que les utilisateurs demandent, eux, en tant que tels. Les organisations sont aux prises avec des processus de décision qui sont souvent longs par rapport à l'apparition des nouvelles technologies. Ils ont un contexte financier à respecter, ils ont un cadre financier qui doit être là parce que les budgets sont limités. C'est des technologies qui sont encore très coûteuses parce que ça se rajoute toujours au coût d'entretien, au coût de bande passante, au coût d'ordinateurs qui sont là. C'est parfois des priorités qui sont conflictuelles aussi. Ils sont souvent propriétaires ou enfin sont souvent hérités de technologies qui sont déjà existantes. On peut pas migrer d'une plateforme à l'autre simplement entre le mois d'août et le mois de septembre quand il y a quelque chose qui apparaît à la fin de l'année scolaire. Donc c'est assez difficile sur ça. Donc c'est un petit peu les choses qu'on va discuter aujourd'hui. On a la chance d'avoir 3 intervenants de très haute qualité qui sont là, qui vont venir nous répondre un petit peu à comment les organisations vivent ces éléments-là, quelles sont les visions nécessaires qu'on doit développer dans les organisations, qui doit être au centre du processus de décision, compte tenu qu'il faut administrer tout ça. L'organisation, les enseignants qui sont finalement les premières interfaces, ou les jeunes qui sont au centre du processus d'apprentissage puis qui sont le client ultime, finalement, qui doit être au centre des décisions qui sont prises. Nos 3 invités aujourd'hui, je vais maintenant leur laisser la parole à tour de rôle pour qu'ils puissent après les avoir présentés chacun. On a la chance d'avoir, vous avez devant vous finalement avec ces 3 personnes-là, un peu plus de 100 ans d'expérience en termes d'intégration des technologies. Je ne veux pas vieillir personne, c'est leur expérience qui est autour de ça. Non, Hilaire, ça ne t'inclut pas. Pour ça. Donc, c'est pour vous dire un peu, au cours des 20 dernières années, comment tout le processus peut être rapide pour ça et comment on cumule l'expérience rapidement pour ça. On va faire intervenir nos 3 invités dans l'ordre suivant. Premièrement, Liliane Patry, qui, au cours de sa carrière, a été enseignante, directrice d'école, conseillère pédagogique, surintendante pendant 6 ans du centre Jules Léger, ici à Ottawa. Et maintenant, elle est chef de l'unité de la réussite des élèves au ministère de l'Éducation et est aussi responsable de l'élaboration d'une stratégie d'apprentissage électronique pour l'Ontario. Donc, je pense qu'elle est bien placée pour nous parler un petit peu des défis qui sont autour. André, pour sa part, André Roux est aussi enseignant de formation, concepteur, conseiller pédagogique, est impliqué depuis plus de 30 ans dans des projets d'intégration au milieu scolaire. Donc, ça fait... il a été un précurseur des précurseurs de ce côté-là. Il est présentement animateur au Service national du récit sur l'intégration des langues, évidemment en utilisant la technologie, à partir de la commission scolaire Marie-Victorin à Montréal. Et finalement, à ma gauche, Alain, qui a plus de 27 ans d'expérience aussi dans le secteur de la technologie, qui est ici à l'Université d'Ottawa, qui est impliqué auparavant dans le développement de réseaux d'enseignement à distance dans plusieurs régions du globe, que ce soit de l'Amérique centrale à l'Afrique, à la Chine. Donc, on a une vaste expérience ici de ce côté-là. Il dirige le Centre d'enseignement et d'apprentissage médiatisé de l'Université d'Ottawa. C'est aussi grâce à son équipe qu'on peut avoir la technologie ici aujourd'hui. Donc, vous avez 5 minutes chacun, en commençant par Liliane. Alors, bon matin tout le monde. Alors, je suis devant vous avant tout pour vous livrer un contenu pratique qui touche l'enseignement en salle de classe, le fondement de notre vision des enjeux politiques et institutionnels. Alors, effectivement, depuis septembre dernier, je suis à la tête d'une équipe innovatrice, celle de la stratégie d'apprentissage électronique de l'Ontario. L'équipe AEO s'est donné commission d'engager chaque élève du système d'éducation de langue française en Ontario par le biais de l'apprentissage électronique et faire de sorte que le système d'éducation en langue française en Ontario soit un système qui offre à chaque élève toutes les possibilités d'apprentissage afin de réussir à un niveau élevé dans un monde numérique en changement continuel. Plusieurs idées me viennent à l'esprit pour alimenter les échanges d'aujourd'hui et les plus fraîches ont été partagées en début avril lorsque nous avions eu un symposium
et dont plusieurs participants à travers de la province ont eu l'occasion d'entendre des conférenciers de marque tels que Marc Prensky puis Roberto Gauvin du Nouveau-Brunswick, mais c'était surtout une occasion de nourrir les enseignants en salle de classe sur ce que sont les stratégies d'enseignement et d'apprentissage à l'aide du numérique. Alors, qu'est-ce qui prépare les élèves à réussir dans un monde où les changements socio-économiques sont de plus en plus rapides, les défis et les possibilités inconnues et où l'avenir repose sur des technologies et des professions qui n'ont pas encore été inventées? La société dans son ensemble se transforme de façon importante, tant au niveau social qu'économique, et les technologies sont l'une des forces qui guident ces changements. Le changement et l'incertitude sont maintenant des caractéristiques normales. Les jours où nous avions confiance que l'enseignement nous servirait la vie durant sont passés. Les éducateurs, les leaders, les citoyens, les chercheurs doivent se poser des questions fondamentales. Nous expérimentons tous ces changements dans nos vies quotidiennes. De plus en plus d'entreprises utilisent les médias sociaux pour interagir avec leurs clients. Plusieurs d'entre nous faisons certainement déjà l'utilisation des e-books, des iPhones, de Facebook, du iTunes. Nous faisons maintenant partie de la société du savoir qui produit l'information, des données, de l'innovation à une rapidité importante. Mais que penser de toutes ces professions en technologie que nous n'avons pas encore inventées? Qu'est-ce qui prépare les élèves à ce monde dynamique? Selon Robert Marzano, il nous dit qu'il faut se rappeler que la technologie n'est en fin de compte qu'un outil. Le personnel enseignant n'a pas enseigné la technologie. Il faut plutôt qu'il s'en serve pour enseigner aux élèves les compétences cognitives et connectives dont ils auront besoin pour réussir au 21e siècle. Ce que dit Marzano est important. La technologie n'est qu'un outil et notre objectif à titre d'éducateur, c'est de garder le focus sur le noyau pédagogique. Marzano va parler de core, le instructional core. Il ne s'agit pas d'enseigner la technologie, mais bien de la mettre au profit pour enseigner les compétences. En Ontario, présentement, nous sommes très fiers de nos acquis en termes de succès de nos élèves. Nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre depuis les 6 ou 7 dernières années une série d'initiatives qui ont fait en sorte que le taux d'élèves qui ont obtenu leur diplôme est maintenant rendu à 93 000 élèves. Ce succès est largement dû à nos visées année après année. Augmenter le bien-être et le rendement de chaque élève, réduire les écarts entre les élèves performants et moins performants, réduire les écarts entre les garçons et les filles et accroître la confiance du public. L'Ontario a maintenant une réputation internationale en termes d'accroître la réussite scolaire. Ce succès est aussi dû au partenariat bien établi, à une visée très ciblée en lien avec la réussite des élèves et la mise en place de stratégies importantes, de la maternelle à temps plein à l'apprentissage électronique, en passant par une stratégie de leadership d'apprentissage pour tous. Nous entamons maintenant une réflexion importante sur l'enseignement et l'apprentissage du 21e siècle. Cette réflexion nous amène à regarder quelles sont les compétences du 21e siècle. Il y en a plusieurs, mais j'en cite quelques-unes de Jennifer Jansen de l'Université York, dont la créativité et l'innovation, la pensée critique, la communication et la collaboration. Donc, nous sommes à un point où nous abordons une réflexion entourant l'enseignement et l'apprentissage au 21e siècle et nous voulons continuer de bâtir sur les réussites actuelles du système d'éducation de l'Ontario en termes d'apprentissage électronique. Au niveau du ministère de l'Éducation, notre rôle est d'aborder et d'enclencher une vision provinciale
d'offrir une variété de supports et d'assurer le leadership en matière d'apprentissage électronique et d'apprentissage hybride, de pédagogie en ligne et d'élaboration de contenu. Lorsqu'on parle de politique, nous parlons d'un processus très engageant. Dans un premier temps, n'importe quelle nouvelle politique, il y a toujours la recension des écrits ainsi que l'occasion de participer à des tables rondes. Les consultations sont très ciblées. On établit des partenaires. On encourage la mise sur pied de projets pilotes, entre autres un présentement qui se passe dans nombreuses écoles de l'Ontario en étant en apprentissage hybride. Entre-temps, nous avons une politique intérimaire qui sera mise à l'essai. Suite à la mise à l'essai de cette politique qui va traiter de l'apprentissage électronique, il y aura d'autres consultations pour éventuellement mener à l'adoption de la politique. Il s'agit donc de voir dans l'ensemble de ce que nous faisons en tant qu'éducateurs, de voir bien, selon Marc Prensky, les rôles de l'élève et de l'enseignant de façon différente. Merci. Bonjour, je représente, comme Frédéric le disait tantôt, le Service national du récit. Le récit, c'est un organisme qui a été mis sur pied au début des années 2000, le réseau pour le développement des compétences intégrant des technologies. Il y a des services locaux, un par commission scolaire, donc 72, et il y a aussi 12 services nationaux, dont 6 qui sont disciplinaires. Le domaine des langues est lié au français langue d'enseignement et à l'anglais langue seconde. Si OK. C'est bon. Alors, c'est notre site. Je peux vous donner une petite dictée. Alors, parce que ça devrait apparaître à l'écran, mais ça n'apparaît pas. Alors, je vous donne une dictée pour une adresse électronique et je vais la répéter en anglais. http tiny URL, tiny comme petit en anglais, .com, /, 6 TH C U R D. I will now repeat in English. http tinyurl.com/6THCURD. Alors, le mandat du Service national du récit domaine des langues pour le français, langue d'enseignement et l'anglais langue seconde, c'est de faire de la formation avec les enseignants et avec les conseillers et conseillères pédagogiques. C'est également faire du suivi de ces formations-là en présentiel, donc on voyage beaucoup. Et c'est aussi de faire de la recherche et du développement en faisant une veille technologique. Vous avez derrière vous le site du domaine des langues. Quand vous allez être entré sur l'adresse que je viens de vous donner, chacune des images que vous voyez à l'écran est liée à un hyperlien qui va vous mener sur ce qui est représenté. La diapositive suivante, un exemple de ces environnements pédagogiques informatisés que l'on déploie, c'est un projet qui mettait des élèves en réseau via Skype pour construire une histoire en collaboration, un projet qui s'est déroulé en 2005 avec des élèves du primaire de la fin du deuxième cycle, donc de la 4e année du primaire. Des élèves qui ont échangé pour construire l'histoire et ensuite qui ont co-construit l'histoire. Diapositive suivante. Un autre projet qu'on essaie de supporter, on a un petit peu plus de misère avec celui-là, qui est le projet des contes et légendes de mon peuple, qui a été développé en partie avec la commission scolaire CRI au nord du Québec, qui visait à aller chercher l'élève sur son terrain à partir de ses référents culturels. Et ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'on a pu le transposer aux communautés culturelles qui arrivent au Québec. Donc, ça a généré
un ensemble d'histoires. Comme je vous dis, on aurait aimé le déployer plus, mais où les élèves pouvaient non pas essayer de se fondre et de disparaître dans le mainstream, mais d'émerger en termes de présence culturelle en pays nouveau. Et pour nous, c'est un gain. Je veux aussi mentionner que tout ce qui est présenté là, il y a l'environnement pédagogique informatisé, mais ce ne sont pas que des activités, c'est aussi un cadre où on produit des ressources qui vont avec l'environnement pédagogique. Diapositive suivante. Le projet dont on est le plus fier pour l'instant, qui a été surtout développé et déployé par ma collègue Sandra Lane, Balado Web, qui a un volet audio guide pour tous, où les élèves du Québec sont invités à générer des clips audio disponibles en balado, diffusion, de lieux qui font sens pour eux. Alors, par exemple, il y a un monument historique dans votre village, les élèves s'y rendent, prennent des notes et ensuite fabriquent une capsule de balado pour la rendre publique sur notre site. Chacun de ces éléments-là aussi est possible de récupérer avec des codes QR. Diapositive suivante. Un projet qui a été suivi de près depuis 2 ans par Stéphane Allaire de l'Université du Québec à Chicoutimi sur l'incidence des blogs en écriture, et en particulier avec les garçons. Le premier volet du projet a été fait par M. Allaire pour une consignation des écrits. Ensuite de ça, il est allé son équipe de recherche sont allés dans des classes du primaire, et cette année, ils sont dans les classes du secondaire. Et les rapports de cette recherche-là sont disponibles sur le site Affordance de M. Allaire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je voudrais aussi en profiter pour mentionner que ce qui est intéressant dans mon travail, c'est qu'on travaille avec les enseignants, avec des conseils pédagogiques, mais on travaille aussi avec des équipes de programmes et on travaille de plus en plus maintenant avec les chercheurs universitaires. Cette année, entre autres, avec Éric Falardeau. La diapositive suivante, c'est mon projet chouchou présentement. 2 minutes, j'ai fini. Le projet répertoire, le programme de formation de l'École québécoise prévoit que chaque élève, tout au long de son secondaire, doit se constituer un répertoire littéraire personnalisé. Nous, on a poussé un peu plus loin, on est allé vers un répertoire culturel personnalisé et partageable. Juste un clic de souris. Ça a changé? Oui. Alors, ce répertoire-là, c'est un lieu qui a été inspiré grandement de librarything.fr et aussi de babelio.com, mais qui offre un aspect sécurisé où l'enseignant est modérateur des productions des élèves. L'élève est arrimé à son prof pour une période de 10 mois. Au bout de 10 mois, il devient agent libre, il ne peut plus publier de façon publique et il attend d'être réinvité par un nouvel enseignant. Même chose pour les commentaires. Prochaine diapositive. Alors, c'est là pourquoi je l'ai mis là, parce qu'on va en parler tantôt peut-être, c'est la question est posée, mais je me fais du village, il me reste 30 secondes. Alors, c'est pour moi une recherche d'équilibre. Les technologies en éducation, c'est une recherche d'équilibre. Et c'est aussi régler les tensions entre les gens qui ont les technologies, les services de technologie et les services pédagogiques. C'est bon? C'est mon temps. Je vais être très bref, je ne vais pas préparer des longs discours. Je serais plus intéressé à répondre à questions où ils sont là. Je vais vous situer un petit peu où je suis à l'Université d'Ottawa et quel est le cadre dans lequel, dans une institution comme celle-ci, on travaille avec les technologies, on travaille dans un environnement pour supporter la pédagogie avec la technologie en salle de classe. Mon centre à moi, Centre d'enseignement d'apprentissage médiatisé, fait partie d'un service plus large, service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage,
qui comprend 4 centres différents, dont un, le centre de pédagogie universitaire, qui se consacre au développement de la pédagogie et de l'enseignement au niveau universitaire, le centre de distribution multimédia qui s'occupe de beaucoup de la technologie dans les salles de classe, qui en fait les salles de classe intelligentes, le centre du cyberapprentissage, qui est l'équipe d'ingénierie pédagogique qui s'occupe du développement d'outils pédagogiques à la fois logiciels et en salle de classe, et mon centre qui en fait a 2 chapeaux, et un petit peu mon CV le montre, l'enseignement à distance depuis ma plus longue carrière, 27 ans, bientôt 28 ans cette année, et au fil des années, au cours des 10 dernières années, les deux technologies distance et sur campus, sur Internet, ont commencé à devenir une. So I can talk to you about a very institutional and practical perspective of how one goes about managing expectations, both from a teacher and a learner point of view, and what we're expected to provide is a little higher than we can actually provide, given everything that is around. So Frédéric mentioned financial. There are also political aspects that go on in there, personnel, and so on. I can talk to you also about what is necessary and what are the challenges that we face in terms of support of users. I'll give you strict numbers. For example, at OU, we have some 40,000 students, 2,000 faculty, and some. I have a support team of 3.5. So I can tell you about the challenges that go along with those kinds of things. Avec ça, je préférais répondre aux questions. Frédéric, on pourra... Merci beaucoup à tout le monde. La prochaine période, on a environ une vingtaine de minutes pour procéder à des questions. On a préparé quelques questions pour stimuler un petit peu le débat entre nos intervenants. Je vous demanderai d'être relativement bref dans vos réponses, s'il vous plaît, pour permettre aux autres d'intervenir ou de pouvoir réagir sur les questions en tant que telles. La première question que j'avais pour Liliane, Liliane, vous avez parlé de développer la pensée critique chez les jeunes comme étant un élément important pour qu'ils puissent bien œuvrer dans le contexte des technologies et ensuite dans la société par rapport aux médias. Quels sont les défis que ça pose pour le système de l'éducation? Excusez, là, en termes de, si on pense en termes de l'utilisation de la technologie pour développer la pensée critique, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que les élèves, puis sûrement c'est le cas aussi avec les étudiants ici, ce sont des élèves quand même qui ont développé plusieurs aptitudes, compétences avec l'utilisation des technologies. Ce sont des élèves qui réagissent très rapidement à ce qu'on leur demande de faire. Ils sont toujours intellectuellement, au niveau intellectuellement, toujours nourris par leurs diverses expériences. On voit même de très jeunes enfants en train de se servir des nouvelles technologies, ce qui nous amène à, selon, là je vais parler un peu de Prensky, qui nous a parlé, et c'est quelque chose sur lequel aussi le ministère se penche quand on parle du rôle changeant de l'enseignant, puis aussi de l'élève. Donc, quand on parle de l'élève, et puis ça vient un petit peu lorsqu'on parle de toute cette notion de développer la compétence de la pensée critique, c'est que le rôle de l'élève, on va maintenant commencer à parler de l'élève chercheur, de l'élève qui, en allant à l'Internet, va pouvoir répondre à des questions de profondeur. On va parler, par exemple, de ce qu'on appelle, puis je vais citer en anglais, des guiding questions. Donc, c'est ce qui va orienter l'élève. On va penser à l'élève maintenant comme étant un utilisateur et un expert de la technologie. Nous avons, je vais parler du contexte des salles de classe en Ontario, où effectivement nous avons des élèves qui sont beaucoup plus à l'aise avec la technologie que le personnel enseignant qui leur enseigne. On va parler de l'élève penseur, de l'élève qui est à la recherche d'un sens du monde, un élève qui veut changer le monde. Et on va voir, puis nous le vivons énormément par le biais de l'apprentissage en ligne, des élèves qui deviennent des apprenants autonomes. Alors, si le rôle de l'élève est appelé à changer et dans ce rôle poursuit et développe sa pensée critique, au niveau de l'enseignant aussi doit s'adapter à cette nouvelle réalité.
Vous allez voir que de plus en plus, on se sert du mot adapter plutôt que changer. Donc, l'enseignant devient un coach, un guide. C'est celui qui va devenir, celui qui sera le concepteur des objectifs et surtout des questions. Lorsque nous avions eu notre symposium en début du mois d'avril et puis que notre conférencier d'ouverture, Prensky, parlait de l'importance du questionnement, questionner, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose que nous faisons dans nos écoles depuis très longtemps. Mais ce qui est appelé à changer, c'est la rigueur et la profondeur des questions. L'enseignant va devenir vraiment un contrôleur et un vérificateur des activités d'apprentissage, de la qualité de l'apprentissage. Et finalement, il va devenir aussi un contrôleur puis un vérificateur de la qualité de l'enseignement, de ce qui se fait. Alors, je pense que ça, ce sont des défis importants parce que le premier défi se vit au niveau pédagogique. Il est ensuite appuyé par les technologies qui sont, on parle par exemple de technologies d'aide pour les élèves, par exemple, qui auraient des difficultés. À ce moment-là, l'outil, si vous voulez, ce n'est pas une panacée, c'est un outil. La technologie, elle est là au service de l'élève. Merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou... André? C'est bon. C'est effectivement un élément qui est très important que de développer la pensée critique chez les jeunes. André, vous nous avez présenté plusieurs projets ou plusieurs activités pédagogiques ou actions pédagogiques qui ont été développées pour susciter l'intérêt, justement, pour développer cet intérêt-là chez les jeunes. Quels sont les critères de succès de ces activités pédagogiques-là? Premièrement, je dirais que permettre aux profs de surmonter ses angoisses, sûrement c'est un facteur important. Il y a souvent le sentiment d'être pas à la hauteur face aux compétences technologiques de ses élèves, bien que ça soit surfait, parce qu'il y a certains élèves qui sont très compétents sur le plan de la technologie, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. C'est donc, à mon sens, il faut toujours s'arranger pour que l'environnement soit le moins hostile possible, qu'il soit le plus accessible possible. Là, présentement, au Québec, il y a beaucoup de préoccupations dans le sens de la sécurité. Elles sont légitimes, mais il faut trouver des façons de faire pour surmonter ça. D'une part, avec les réseaux sociaux, par exemple, en faisant une meilleure éducation aux médias, en développant davantage la compétence informationnelle, et d'autre part, en fournissant, comme on l'a montré tantôt, des environnements qui sont sécurisés, mais qui permettent quand même aux jeunes de se reconnaître, parce que ça fait partie de ses pratiques habituelles quand ils viennent à l'école. Et ça, c'est une des choses à surmonter. Également, c'est pour la réussite, c'est que la distance entre la maison et le milieu scolaire est telle que l'élève est en train de démissionner des technologies à l'école parce qu'il se dit pourquoi j'en ferai là alors que c'est si compliqué et si limité quand je peux faire comme je l'entends quand je suis à la maison. Il y a un mouvement présentement qui est Bring Your Own Device qui ne fait pas l'unanimité chez nous au Québec parce que il y a sur le plan de la logistique, il y a des problèmes. Sur le plan de l'éthique, il y a des gens se sentent, des adultes, je dirais, se sentent menacés. Je n'ai pas le goût qu'un élève prenne ma photo quand je suis en train de péter une coche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mais j'avais une discussion sur un groupe de discussion cette semaine avec un conseiller local du récit. Il me disait les fossés sont profonds. Mais l'image qui m'est venue, parce que vous avez pu constater, je suis quelqu'un qui aime les images, quand on a une pelle, on peut descendre dans le creux, puis creuser plus, mais on peut aussi trouver de la terre de remplir et remplir. Mais on ne met pas n'importe quoi dans le trou. Ça arrange que ce soit une terre qui tienne le coup, qui va assurer que notre passage, qu'on ne sombrera pas dans le trou, comme quelqu'un dans le centre. Est-ce que ça répond à la question? Oui, beaucoup, merci.
Je pense que ça met bien la table pour la prochaine question aussi. Alain, je pense qu'on a vu un petit peu la pensée critique que les jeunes doivent développer, les conditions gagnantes un peu de succès pour les projets qui doivent être mis en place ou finalement un peu par extension pour l'enseignement aujourd'hui, pour la participation active des jeunes dans leur réussite en tant que telle. En tant qu'institution, quels sont les défis puis comment on peut développer une vision à long terme pour donner cet environnement de travail-là pour les étudiants, pour les professeurs, alors que les contraintes changent très rapidement? Oui, effectivement, ça change tout le temps. On a énormément de défis et il ne faut pas toujours penser que l'étudiant, quand il arrive à l'université, a un bagage technologique très poussé. Souvent, nous, on constate que c'est l'inverse. Il y avait une notion il y a quelques années que la génération suivante en sait beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup qui le savent, mais il y en a beaucoup pour lesquels c'est une consommation de technologie. Et il y en a beaucoup pour lesquels ils ne comprennent pas là où l'ordinateur s'arrête, l'Internet commence, et les logiciels de l'université, par exemple, entrent en ligne de compte. Et quand on essaie de leur expliquer qu'on peut les soutenir dans cette démarche-là, il y a une incompréhension de ce côté-là. D'autres défis au sein de l'université, par exemple, aussi, sont le corps enseignant, quelquefois, se fait des idées des capacités d'un logiciel et essaye d'adapter ce logiciel-là à ce qu'il pense que c'est. Et ce n'est pas nécessairement la réalité. Les logiciels ne sont pas une panacée, je suis d'accord avec tout le monde qui est là. Ce qu'on essaye de fournir à un niveau institutionnel, c'est quelque chose qui va répondre à la vaste majorité des demandes. Every university is composed of faculties, 10 faculties here at the University of Ottawa, for example, and each of them has very specialized disciplines. Each of those has very specialized softwares that go along with it. What we try and provide at a larger level is something that is going to satisfy as much as we can there. There's always going to be the famous Moore curve of the early adopters and so on, and we try and work with those. We work with the vast majority by providing them software that will give them most of the tools that they can, and then we try and get along with those that absolutely refuse to do those kinds of things. En termes de politique institutionnelle, c'est très difficile parce que ça évolue avec les générations aussi. Il ne faut pas oublier que nos supérieurs hiérarchiques ont appris, ont grandi avec un certain niveau de technologie. Et quelquefois, il y a des difficultés à leur expliquer qu'est-ce que ça fait exactement et comment on arrive à prendre une décision éclairée avec tout ça. One of the things we were talking about earlier at the beginning, Frédéric was talking about the horizons for adoption of technology. Within an institution, typically a learning management system has a shelf life, say, 3 to 5 years. Decision making within a university, within the different levels of what's going on, will take 2 to 3 years before we get to an actual decision of we're going to change, and this is the one that we're going to change. So you have to balance that with a whole user group that has just finished learning the previous system, and you're telling them, wham, here's a new one. And you get people that are very upset with these kinds of things. D'autre part, la technologie change régulièrement et souvent ce sont les étudiants qui viennent nous pousser derrière en nous disant écoutez, moi je viens d'acheter un ordinateur, il a Windows 7 dessus et Internet 9. Votre système ne marche pas. Et on est obligé de composer avec ça. Je pourrais parler pendant longtemps, mais ça vous donne une idée de ce à quoi on a à faire pour ça. Merci. Ça soulève une question intéressante au niveau des différences générationnelles finalement sur l'Internet, la différence entre les natifs du numérique et finalement un petit peu ce qu'on appelle aussi les immigrants du numérique, ceux qui l'ont appris un peu finalement en travaillant ou au fur et à mesure que les technologies ont été introduites ou parfois imposées sur eux. Liliane, comment un plan d'action au niveau gouvernemental tel que celui qui est en élaboration en Ontario peut tenir compte de ces réalités-là? Je pense que dans le cadre de notre nouvelle politique sur l'apprentissage électronique,
qu'on espère sera rendu public le sous peu, c'est de regarder essentiellement ce qui se passe au sein de la province. Présentement, c'est sûr ce qu'on essaie de faire, et ça c'est du côté, je vais parler du côté pour l'instant de l'éducation de langue française, afin de justement assurer un accès à des services, d'avoir un sens que les conseils scolaires sont engagés par le biais de la stratégie d'apprentissage électronique Ontario. On a créé un consortium virtuel de langue française dont le but est justement d'offrir aux élèves, aux enseignants, une variété de possibilités. On peut parler de cours qui sont offerts en ligne. On peut parler d'enseignants puis d'élèves qui ont accès à toute une variété de ressources et d'unités. On parlait antérieurement, par exemple, de toute la question de sécurité, puis d'avoir accès à un endroit protégé. Nous, en Ontario, nous avons la Banque de ressources éducatives de l'Ontario qui, justement, permet aux élèves, à leurs enseignants, à leurs parents, d'avoir accès à des milliers et des milliers de ressources, le tout étant dans un environnement protégé où on y a accès par le biais d'un nom d'utilisateur et puis d'un mot de passe. Alors, ce sont des éléments de rigueur dont nous tenons compte là, dans l'élaboration de la politique. Je pense aussi qu'on a parlé de toute la question d'équité. Ça aussi, c'est un autre élément extrêmement important. On parle justement d'élèves, oui, qui ont des outils à la maison, mais la réalité se veut que nous avons encore des élèves qui n'en ont pas. L'idée, comme on disait, de Bring Your Own Device, un concept très populaire. Je sais qu'il y a certains conseils scolaires, par exemple, qui feront l'achat d'outils qu'ils pourront mettre à la disposition des élèves, un peu le concept d'un emprunt, soit d'un ordinateur, d'un iPad. Naturellement, ça ne fait pas partie d'une politique, mais un des défis qui nous revient toujours en termes du ministère, naturellement, c'est toute la question des budgets. Nous voulons, par exemple, pouvoir acheter tant d'ordinateurs pour tant d'élèves dans un conseil scolaire. Tout le monde aimerait avoir accès aux outils, malheureusement. Le budget ne le permet pas. C'est pour ça que dans des circonstances comme ça, ce qu'on dit au conseil scolaire, aux enseignants, puis on revient un peu à ce que je disais tantôt, ce qui est important dans une salle de classe, on revient toujours à la pratique pédagogique, l'instructional core. Est-ce que dans une salle de classe de 25 élèves, le fait que j'ai seulement que 3 ordinateurs m'empêche d'utiliser ces ordinateurs dans un contexte d'enseignement? C'est là qu'on va parler d'apprentissage hybride, où au sein d'une salle de classe, qui se passe là, dans une vraie salle de classe avec un enseignant, des élèves, mais où, à un moment donné, dans l'enseignement, où l'enseignant va livrer sa matière, va travailler avec un groupe d'élèves, nous avons un autre groupe d'élèves qui pourrait très facilement être en train de travailler à une unité à l'ordinateur. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours à l'importance là, de la pratique pédagogique. Merci. S'il y a des questions de la salle, on peut les intercaler avec les nôtres. Je viens simplement prendre place au micro. En attendant, ou s'il n'y en a pas, moi j'en ai encore quelques-unes. Oui? Est-ce que vous croyez à l'importance d'avoir un réseau, vous parlez d'expériences, si j'ai bien écouté, qui sont plus de l'ordre local. Est-ce que vous croyez à la structure du déploiement d'un réseau de personnes ressources qui peuvent, par exemple, faire des ajustements dépendant des réalités chez nous, des commissions scolaires ou en Ontario, des conseils scolaires? Merci. Est-ce que c'est prévu dans votre déploiement?
Bon, quand on parle, du côté des conseils scolaires de langue française, nous avons vraiment c'est vraiment un projet collaborateur, c'est-à-dire que les 12 conseils scolaires de langue française se sont regroupés ensemble et ont créé, j'en parlais tout à l'heure, le consortium d'apprentissage virtuel de langue française qui offre la possibilité aux 12 conseils scolaires de soit suivre des cours en ligne, d'avoir accès à des unités. Ils ont, dans le cadre de ce consortium, des enseignants qui enseignent ces cours. Ils ont des formateurs qui assurent la formation des enseignants dans les écoles qui veulent en connaître davantage. Alors ça, c'est au niveau pédagogique. On a vraiment là, cet espace de collaboration auquel participent nos 12 conseils scolaires de langue française. Ce qui demeure un défi pour nous, je ne sais pas c'est là où vous alliez, c'est plus le côté technologique, soutien, expertise dans le domaine. Est-ce que je m'enligne bien dans ce sens-là? La question était davantage d'ordre pédagogique. D'ordre pédagogique. Alors, c'est ce que nous avons pour nous, ce qui demeure donc le défi, puis je vais tout simplement fermer en disant, c'est toute la question naturellement du soutien technique. Nous avons beaucoup d'écoles qui sont dans des régions éloignées. On n'a pas accès à une bande passante. On peut peut-être, dans certains conseils scolaires, afficher certains postes, mais naturellement, c'est d'attirer les experts puis là, je vais parler d'ordre de soutien technologique à venir travailler dans les milieux éloignés. Mais du côté pédagogique, c'est ce consortium, donc, qui est ce réseau provincial.